Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Alain Cogent, fondateur de la chaîne de restauration Cogent. Il est l'auteur de Nourriture Céleste, paru chez Mama Éditions, où il nous raconte sans tabou son aventure professionnelle hors norme, son ouverture à la spiritualité et sa découverte de la communication avec l'au-delà. Ce fut vraiment une belle rencontre sur mon chemin que je suis vraiment ravie de partager avec vous aujourd'hui. Bonjour Alain, je suis vraiment ravie de te retrouver dans le podcast. Bonjour Sophie, et merci de m'avoir invité. Alors, pourquoi as-tu écrit un livre ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ? Et quel a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur a été le départ de ma mère que j'aimais plus que tout. Ma mère était une personne hors du commun, d'une gentillesse incroyable, d'une bienveillance à toute épreuve, d'une énergie incroyable également. Elle était d'une bonté absolue. Elle était tournée vers les autres, elle était solaire, comme on dit. Et quand elle est partie devant mes yeux, suite à un AVC, c'était évidemment pour moi la fin du monde, la fin de tout. Et le lendemain de son enterrement, j'ai eu l'idée d'appeler un grand médium breton. Et là, tout a changé. Et avant d'aller plus loin sur le sujet, peux-tu nous dire quel était ton environnement familial ? Où as-tu grandi ? Comment s'est passée ton enfance, ton adolescence ? Alors j'ai grandi en Bretagne avec mes parents, mon frère et ma sœur, dans un petit village près de Morlaix, à Tollet exactement. Mon père était notaire, ma mère s'occupait de ses 3 enfants. Mon enfance et mon adolescence se sont bien passées. Rien de spécial, si ce n'est l'école que je n'aimais pas du tout. Et je n'étais pas bon élève et ça a quand même gâché un peu ces années-là, mon enfance et ma jeunesse, je dirais. J'avais un frère et une sœur qui étaient brillants et moi je n'avais pas de bon bulletin scolaire. Donc ça n'a pas été simple pendant toutes ces années-là, car mon père basait tout sur les bulletins scolaires. Et comme les bulletins c'est tous les 3 mois pendant presque 18 ans. Et donc c'était pas ça. Mis à part ça, enfance et adolescence classique, j'étais plutôt heureux, une enfance heureuse en tout cas. Voilà, mis à part ces bulletins qui m'ont quand même un peu gâché la vie. Ah, je comprends. L'école, je compatis, j'ai vécu la même chose. Donc ça me parle. Donc justement, tu dis que tu n'étais pas un bon élève, mais tu t'es plutôt bien débrouillé par la suite, non ? Alors, j'ai tout de même fait des études de droit, de notariat pour être précis. Je m'apprêtais à être notaire, mais ça m'a jamais passionné. J'ai été clerc de notaire pendant 2-3 ans, je crois, mais ça me faisait pas vibrer. Et un jour, j'ai quitté l'étude dans laquelle je travaillais et j'ai pris un petit job alimentaire. J'ai été serveur chez McDo. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le droit. Et voilà, j'ai commencé dans cette serveur. Mais curieusement, ça m'a plu. Alors pourtant maintenant ma vie a changé, je suis devenu végétarien, je vois la vie, même le monde de l'entreprise complètement, de manière tellement différente, mais à l'époque ça m'a plu et je peux même te raconter une petite anecdote. Le premier jour quand j'ai démarré, c'était je crois en 85, donc ça remonte, ça fait presque 40 ans, c'est dingue. Et je me rappelle du premier jour, j'étais ce qu'on appelle au lobby, tu sais, c'est nettoyer les tables, nettoyer le sol, vider les poubelles, etc. J'étais à fond, j'avais 22 ans, j'étais vraiment à fond, je donnais tout ce que j'avais. Et pendant le rush, il y a le directeur du restaurant qui me fait signe comme ça, je vais le voir, j'ai un peu surpris. Et il me dit, tu viendras me voir après le rush. Je dis, merde, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je suis à fond, je pensais bien bosser. Et donc après le rush, je vais le voir un petit peu inquiet. Et il me dit ce mot, ces 2 syllabes, chapeau. Il me dit, j'ai jamais vu quelqu'un aussi speed ou efficace au lobby. Et
Alors, j'ai dû dire merci, mais ça, comment te dire, ça, c'est une petite anecdote, mais ça m'a mis en confiance. C'est drôle, hein. Et je me dis, merde, c'est la première fois qu'on me fait un compliment, c'est la première fois qu'on me félicite. Le lendemain, je suis venu encore travailler, évidemment, mais avec plus de confiance, tu vois. Et du coup, j'ai évolué, je suis devenu directeur du restaurant et après, j'ai fait de nombreuses années dans cette maison-là et je suis devenu directeur du département recherche et développement que j'avais créé pour McDo à l'époque. Et puis, tout se passait très bien. Mais un jour, j'ai eu envie d'entreprendre, tout simplement. J'ai eu envie de créer ma propre entreprise. Et je voulais en fait créer la plus belle entreprise de restauration qui soit. C'est comme ça que j'ai lancé les restaurants Cogent. Et justement, comme tu nous dis, tu as créé cette belle entreprise, tu as eu des milliers de salariés et ta priorité a toujours été qu'ils soient heureux. Explique-nous un petit peu plus cela. Oui, cela a toujours été ma première priorité pendant près de 20 ans, 7 jours sur 7 et je dirais presque 20 heures sur 24. Mon objectif quotidien était qu'il soit heureux de venir travailler et le plus épanoui possible au travail. C'était vraiment ma priorité quotidienne et elle est devenue aussi la priorité quotidienne de mes plus proches collaborateurs. J'aimais vraiment mes salariés. Je faisais tout pour ce qu'ils se sentent bien au travail. J'avais autant de respect, si tu veux, ou de considération pour un jeune serveur que pour le directeur des achats ou le directeur général. Je leur faisais confiance. J'avais même, comment te dire, je me rappelle que quand, tu sais, tous les directeurs de restaurants étaient des anciens serveurs. C'était vraiment de la promotion en interne. Et je disais souvent aux directeurs de mettre les serveurs en confiance et non en garde. Moi, à l'école, on m'avait plutôt mis en garde et non en confiance. Donc, tu vois, c'était mettre en confiance, mettre les gens en confiance. Et c'était aussi une de mes propres priorités. Et au niveau humain, vraiment, je peux dire qu'on a vraiment connu un état de grâce dans l'entreprise. C'était réellement merveilleux, ce qu'on a connu pendant près de 20 ans. Tu as également créé une fondation. Tu as lancé de beaux projets un peu partout, en Inde notamment. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai lancé l'entreprise, j'avais envie de faire la plus belle entreprise qui soit, donc les meilleurs produits possibles, que les gens soient le plus heureux possible, tu vois. Et je me disais, bon, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut évidemment, des bons produits, un bon service, des gens heureux. Mais je me dis, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, je m'étais dit à un moment, tiens, si on gagne de l'argent, on donnera une partie de cet argent-là pour des projets dans notre domaine, dans l'alimentation. C'est comme ça qu'on a créé la fondation qui s'appelait Nourrir, Aimer, Donner. C'était alors une fondation sous l'égide de la Fondation de France qui permettait de monter des projets en France ou ailleurs, d'ailleurs, à l'étranger souvent. Voilà, des projets d'aide d'une manière générale. Et tu as d'ailleurs un projet sur l'Inde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que c'est un de mes projets préférés. En fait, je travaillais beaucoup chez Cogent, je travaillais énormément, donc je partais peu en vacances. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un break, je vais aller à Calcutta. Donc, je suis parti à Calcutta, et puis le hasard, même si je crois pas au hasard, mais en fait, j'ai fait 2 rencontres majeures. J'ai rencontré le fondateur d'une espèce d'orphelinat, David, et puis j'ai rencontré un petit gars formidable aussi, Shomnath, dans les slums, et moi j'ai passé du temps dans un foyer en fait, et ça m'avait beaucoup frappé. C'est un foyer qui est où vivent une vingtaine de jeunes, des adolescents, des gens d'une vingtaine d'années. Ils sont tous handicapés physiques, certains mentaux, et ils sont sourds-muets, sauf un nommé Rajou qui n'est pas sourd-muet. Et j'ai passé du temps avec eux et j'ai été totalement bluffé par leur gentillesse, par l'amour qui régnait dans cette maison. Je n'en revenais pas. Ils étaient tellement gentils, ils étaient mutuellement et j'étais bluffé de voir cette gentillesse. Bref, le dernier soir, avant mon départ sur Paris, je dîne avec le fameux David, le fondateur ça s'appelle Choutara.
Et je lui dis, David, félicitations. Je lui dis, c'est ce que j'ai vu est vraiment magnifique. Et il me répond, oui, merci Alain, mais tu sais, je suis quand même un petit peu embêté parce que tous ces gamins-là sont handicapés, sont sourds-muets, n'ont jamais été à l'école, aucune formation. Et qu'est-ce qui deviendrait si j'étais plus là demain, s'il m'arrivait un truc? Et j'ai été tellement heureux à Calcutta, vraiment tellement heureux et puis j'avais une pêche, je me sentais mais vraiment bien là-bas. Et je lui ai tout de suite dit, oh, t'inquiète pas, je vais réfléchir, je vais revenir bientôt. Et donc le lendemain matin, avant de prendre l'avion, je vais dire au revoir haut de la main. Et on était tous assis par terre en tailleur. Là, il y a ni chaise ni table là-bas. Et on buvait un thé au lait, parce qu'ils boivent du thé au lait toute la journée. Et puis il y a une Indienne qui est venue nous déposer une boîte de biscuits. Tu as dû lire ça dans le bouquin, au milieu de nous, au milieu du cercle. Et quand j'ai vu cette boîte de biscuits, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais lancer une biscuiterie. Et c'est comme ça qu'est né Shoota Raclette. Et puis on fait depuis ça fait 10 ans, on fait des madeleines, des financiers, des cakes, et on les vend dans les hôtels et dans les quelques restaurants de la ville et aussi à des particuliers. Voilà ce projet qui est un joli projet, j'aime beaucoup. Et il y a quelque chose en fait que j'aimerais un petit peu creuser avec toi dans ton ouvrage. Tu dis que l'entreprise Cogent a été un moyen d'expression. Et justement, qu'entends-tu par là exactement ? Ben, disons, c'est simple en fait. J'ai vu l'entreprise comme j'ai vu la vie. J'ai vu la vie comme j'ai vu l'entreprise. Pour moi, c'était la même chose. Donc, je sais pas comment te dire. J'étais le même dans la vie que dans l'entreprise, tout simplement. C'est pour ça que c'était pour moi un merveilleux moyen d'expression. C'est pour ça qu'il y a eu la fondation, tu vois. C'était, oui, un moyen d'expression. En fait, pour moi, t'exprimer aussi, ouais, c'est ça, tu vois, moi, ce que j'entends, c'est quand tu dis il n'y a pas de différence entre, finalement, comment t'étais dans la vraie vie et comment t'étais dans l'entreprise. Finalement, c'est cette patte, cette authenticité, cette singularité, en fait, finalement, que tu transmettais, tu vois, que tu transmettais à travers ton entreprise. Oui, peut-être. En tout cas, comment te dire, je voulais simplement faire tu vois, bien les choses, des bons produits, que les gens soient heureux, que les serveurs soient épanouis, que tout se passe bien, et voilà, tout simplement. Et justement, dans cette lignée, l'entreprise Cogent est la preuve qu'une entreprise peut fonctionner sans avoir une vision exclusivement business. Quel était justement le prisme selon lequel tu l'as géré ? Parce que tu nous en as un petit peu parlé, mais tu vois, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, il y a beaucoup d'humanité en fait dans ta manière de gérer l'entreprise. Alors certes, il y a le côté business puisque tu ouvrais quand même des restaurants chaque année, ça prenait en ampleur au fur et à mesure des années. Mais tu vois, tu n'as pas perdu. Malgré cette ampleur, parfois on peut se dire je focus que sur le business. Et toi, tu as vraiment réussi à allier business et j'allais dire humanisme. Alors, ça serait prétentieux de parler d'humanisme, mais en tout cas, oui, pour moi, l'entreprise, c'était pas du tout du business, c'était géré sérieusement. Vraiment très sérieusement, on faisait du bon boulot, tout le monde travaillait sérieusement, mais j'ai jamais lancer le Cogent pour gagner de l'argent, même si ça a été une entreprise qui en a gagné. Mais c'était pas ça du tout mon moteur. C'était de faire encore une fois des bons produits, que les gens soient bien, et c'était une belle aventure humaine. Mais du business, on aurait pu en faire, oui, en ouvrant beaucoup de restaurants, en faisant de la franchise. On a eu des milliers de demandes de franchise et j'ai toujours refusé de faire ça. C'était pour moi, j'ai pas considéré comme c'était de l'entrepreneuriat, mais c'était pas du business pour moi. Et dans cette lignée, lorsque tu as vendu justement l'entreprise Cogent, tu as reversé la moitié des gains aux salariés, mais aussi à la fondation, il me semble. Et alors, outre la générosité de cœur que témoigne cet acte, pourquoi était-ce si important pour toi de le faire ? Alors, encore une fois, là, je n'oserais pas... j'ai du mal à têter le mot générosité, mais j'aurais pas pu faire autrement, tout simplement. J'aimais tellement les gens qui travaillaient dans l'entreprise. C'était des proches, et je me voyais pas tout d'un coup, puisque l'entreprise est vendue, repartir avec plein d'argent et dire salut, vous inquiétez pas, tout ira bien. Oui, j'aurais pas pu faire autrement. Et d'ailleurs, tu sais, j'avais 51% de Cogent, enfin ma petite
holding qui s'appelait Arpan avait 51% de Cogent. Arpan en breton, ça veut dire redonner, aider, secourir, etc. Donc j'avais cette idée-là depuis longtemps, c'était que ça serve à autre chose que de gagner de l'argent, tu vois. Et effectivement, quand il y a eu un moment là, j'explique toute la mécanique de la session dans le bouquin, quand il y a eu cette vente, pour moi, parmi les quelques conditions, c'était que je puisse reverser la moitié de ce que je toucherais à mes principaux salariés, les cadres du siège principalement. Et j'ai veillé aussi à ce qu'ils soient tous actionnaires, y compris les directeurs de restaurants. Et à eux et à une petite fondation que j'ai créée à l'issue de mon départ. Voilà. Ça me paraissait, ça peut paraître cul de dire ça, ou too much, mais ça me paraissait normal de faire ça. Voilà. Et justement, en plein milieu de ton parcours professionnel, tu perds ta maman 2 mois après avoir perdu ton père. Comment as-tu vécu cela ? Alors, perdre ma mère était la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Et j'adorais ma mère plus que tout. Et quand je l'ai vue, quand j'ai vu son corps devant moi, je me dis mais c'est pas possible. Je voyais un corps froid et je me dis c'est pas possible. Tant de bonté, tant de gentillesse, tant d'amour je me dis et tout d'un coup plus rien, je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est là que comme je disais au tout début, c'est là en voyant son corps, en fait, en la voyant devant mes yeux, c'est là que j'ai eu l'idée d'appeler ce fameux médium en Bretagne, à Quimper. Et alors, comment s'est passé ce premier rendez-vous chez le médium ? Tout d'abord, il m'explique, alors je m'assois, il me reçoit, je m'assois, et il m'explique comment, entre guillemets, comment ça marche. Alors il évoque les messages qu'il peut recevoir de son guide en clairvoyance, c'est-à-dire qu'il voit certaines choses, il voit les choses, et il évoque aussi la clairaudience, c'est-à-dire il entend des messages. Ça peut paraître dingue, hein, mais c'est comme ça. Et il se peut aussi, et là c'est autre chose, que ces informations arrivent en médiumnité. Dans ce cas-là, ce fameux médium et les médiums, d'une manière générale, voient ou entendent directement les esprits, et ce sont ces derniers qui donnent eux-mêmes les informations et les messages. Donc ça peut paraître surprenant ce que je dis là, et donc bon, j'entends ça, il me dit voilà comment ça se passe, et il insiste sur un point, il me dit et tu m'interromps pas. Vous voyez à l'époque, vous m'interrompez pas. Donc tu vois, pour pas que je dise ah oui exactement, ou que non, je l'interromps pas. Bon, après cette petite mise en garde ou cette petite explication, et tout d'un coup je vois qu'il se concentre un peu, je vois bien qu'il respire un petit peu différemment, je vois bien qu'il rentre dans une sorte d'état. Et tout d'un coup, alors je lui avais pas dit que je venais pour ma mère, j'avais réservé sous un autre nom. Il savait pas qui j'étais, ni d'où je venais. Il savait pas si j'étais restaurateur à Paris, chauffeur de taxi à Lyon ou pêcheur de l'île Vinec. Il savait rien de moi. Et je l'entends respirer. Tout d'un coup, il me dit « Marie-G est derrière ton épaule. » Ah ça alors je me garde bien de lui dire « Oui, elle s'appelait Marie-G. » Et je lui dis « Mais merde, comment il a pu savoir que ma mère est partie ? Elle s'appelait Marie-Germaine et son surnom c'était Marie-G. Mon père l'appelait Marie-G. » Et tout de suite, donc j'ai rien, il m'a dit de rien dire, je ne dis rien. Et tout de suite après, il dit 4-5, 4-5, 4-5, 4-5. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, ma mère a eu son AVC le 4 et elle est partie le 5. Et après, il me dit 82, 83, 82, 83. Elle avait 82 ans et elle allait avoir 83 ans la semaine suivante. Et après, il me dit tout de suite après, il me dit Morlaix. Il sait pas que j'habite Morlaix, enfin à côté de Morlaix. Morlaix. Et tout d'un coup, là, il commence à faire des phrases et il me dit, tu es arrivé à l'hôpital de Morlaix, tu as monté les escaliers 4 à 4, tu as couru dans les couloirs, exactement ce que j'avais fait. Tu es entré donc là, c'est ma mère qui parle, là, c'est de la médiumnité pure. Et elle me dit, via Alain-Joseph Bellet, oh Alain, tu m'as serré la main tellement fort, tu m'as écrasé la main. Mais tu sais, j'étais parti avant mon corps. Et donc ça, c'était le rendez-vous avec Alain-Joseph Bellet, c'était 18 mois après le départ de ma mère. Et effectivement, 18 mois plus tôt, j'étais arrivé à l'hôpital de Morlaix
à fond, évidemment. J'avais monté les escaliers, tat, comme il me le décrivait. J'avais couru dans le couloir et j'étais entré dans la chambre où se trouvait ma mère. Et à peine arrivé dans la chambre, je vois ma mère allongée dans le lit. Qu'est-ce que je dis? Je dis maman, maman. Et première fois qu'elle me répond pas, mais ça me paraissait bizarre qu'elle me réponde pas. Et quand je dis maman, il y a le médecin derrière qui était pas très sympa d'ailleurs, parce que dès que j'ai dit maman, il me dit tout de suite ça sert à rien, vous entend plus. Alors je me dis pas sympa, mais j'avais d'autres choses je m'occupais c'était ma mère qui m'importait, et je savais en plus que quand on est dans le coma, parce qu'elle était dans le coma, un coma profond, je sais très bien qu'on peut entendre sans les oreilles et voir sans les yeux. Ça, je le savais. Et je continue à dire maman, elle me répond pas. Et au bout d'un moment, essayant qu'elle réagisse, je prends sa main et je lui écrase la main. De vraiment toutes mes forces, tout en disant maman. Et je lui écrase la main. Et donc, 18 mois plus tard, ma mère, via le médium, me dit, oh Alain, tu es arrivé à Morlaix, enfin, tu as monté, t'as couru comme un fou et t'es rentré dans la chambre, tu m'as appelé et tu m'as écrasé à la main, mais j'étais parti avant mon corps. Évidemment, personne au monde savait que ça s'était produit comme ça, personne au monde. C'était complètement incroyable. Et après, il a enchaîné assez vite après, et je l'entends me dire Toll. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, Toll? Et tout d'un coup, Tollé. Ça change tout, c'était le village dans lequel j'habitais quand j'étais petit, enfin jusqu'à de ma naissance à mes 20 ans. Et il dit Tollé, plaisir. Et tout d'un coup, il fait ma mère, enfin via le médium, me dit, Alain, fais-moi plaisir, retourne dans la maison de Tollé. Je sais que tu veux plus y mettre les pieds, retourne, ça me ferait plaisir que tu retournes dans la maison. Ça me ferait plaisir que tu reviennes à Tollé. On a été heureux dans cette maison. Ça me ferait plaisir que tu reviennes dans la maison de Tollé. Et je me dis, c'est dingue, parce que qui savait que je voulais pas revenir dans cette maison? Je me dis, je peux plus revenir dans la maison. Je vais pleurer tout de suite. Je vais voir les affaires de ma mère, les petits napperons, toutes ces petites affaires. C'est impossible. Et tu vois, c'est dingue. Je n'ai eu que des messages des choses que personne au monde pouvait savoir, sauf ma mère. Et après, il m'a souvent redit ça d'ailleurs, ménage-toi, Alain. Tu te ménages pas. Je n'arrêtais pas de te dire de te ménager. Tu ne m'écoutais pas. Ménage-toi. C'est important. Plein de mise en garde sur ma santé. Voilà. C'était ma première expérience en médiumnité. Alors, je suis ressorti, évidemment, complètement bluffé. Et aussi avec un mélange de joie intense et de soulagement. J'avais la preuve que sa conscience avait continué malgré la mort. Voilà, ça m'avait énormément rassuré. Et tu as connu d'autres expériences en médiumnité, je crois. Peux-tu nous en parler? Oui, effectivement, ça m'avait tellement bluffé, mais totalement bluffé, que j'ai voulu poursuivre l'expérience. Et comme j'habitais Paris, j'ai rencontré un autre médium qui est devenu un ami, Henri Vigneault. Pareil, bon, il me connaissait pas, il savait rien de moi, et c'est inimaginable aussi. Et d'ailleurs, ses premiers messages, alors qu'il me connaissait pas, c'est prends soin de toi, Alain, prends soin de toi. Tu m'écoutais pas, prends soin de toi. Les mêmes messages que Alain Joseph Belay. Je pourrais dire tellement de choses, d'exemples que j'ai eu avec. Je me rappelle qu'une fois, c'est un exemple parmi plein d'autres. Hein. Un jour, il me dit, tiens, c'est marrant, ta mère, elle me montre 2 petits oiseaux. Tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, elle insiste, elle me montre 2 petits oiseaux, mais ils sont tout petits. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ils sont tout petits et ils sont en plastique. Alors là, je voyais, quand il me parlait d'oiseaux, je me dis, tiens, ma mère me parle peut-être des mouettes ou des goélands parce qu'on habitait près de la mer. Et puis ils sont dans une petite boîte. Alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Bref. Et je me rappelle qu'après l'avoir quitté, je rentre chez moi. Je venais d'aménager dans un nouvel appart. Et je rentre chez moi, j'allume la lumière, et j'entends cuit.
Je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ce truc? Qu'est-ce que c'est de ce truc? Et je m'approche, je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ce machin-là? Et je descends, c'est un duplex, je descends en bas, et j'entends encore cuit. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et j'arrive dans une pièce, et qu'est-ce que je vois? J'étais en plein déménagement, une petite boîte bleue, avec l'écrit Bretagne, et avec 2 petits oiseaux, grands comme un tout petit, tout de 2 centimètres, en plastique. Et c'était les 2 petits oiseaux qu'il avait vus en médiumnité, que ma mère avait montré en médiumnité. C'est drôle, parce que là, il y a une double manifestation, une première avec ma mère qui en médiumnité qui me fait montrer et une deuxième manifestation parce que cette boîte n'avait pas sonné depuis des années. Et je me rappelle qu'il m'avait dit aussi tiens, il y a la vieille moto chez toi, t'as une vieille moto chez toi dans ton salon. Elle a servi pendant la guerre à aider. Et effectivement, il n'était jamais venu chez moi à l'époque, Henri, et il y a une vieille moto Béclane d'avant-guerre de 175 cm3, et c'est drôle, il voyait ça, c'est étonnant. Il y avait un moment, ma mère dit Claire, enfin c'est Henri qui Claire, Cabanel. Quand j'ai entendu ça, je me dis merde, c'est pas possible, parce que Cabanel était un petit village, un petit hameau, il y a peut-être 20 personnes, 25 personnes qui habitent à Clairbanel, dans les Côtes d'Armor, c'est près de Rostronin, près de Glomel. Et Clairbanel, et ma mère dit, on a été heureux à Clairbanel, on travaillait beaucoup, mais on jouait aussi, on s'est bien amusé. J'ai été heureuse à Clairbanel. Et Clairbanel, c'était le petit village où elle a grandi quand elle était petite. Et elle travaillait beaucoup parce qu'elle était à la ferme, et que des exemples comme ça en permanence, c'était incroyable. Je me souviens qu'à un moment, je me baladais, je sais même plus où c'était, et à un moment, je sentais du chèvrefeuille, tu vois, en passant. Je fais 2-3 pas en arrière pour sentir, et je pensais à ma mère parce qu'elle adorait le chèvrefeuille, et j'ai rempli mes poumons devant cette fleur. J'ai respiré, et je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien que tu sentes ce... Je me dis, bon, c'est complètement idiot, mais en respirant comme ça, en humant, j'espérais que ma mère sente aussi. Et 6-8 mois après, quand j'ai vu Henri, elle m'a dit, oh Alain, elle m'a décrit la scène, tu as respiré, en espérant que je le sente, j'ai senti. C'est incroyable, hein. J'ai une quantité d'exemples incroyables, comme ça. Et dans ton livre, tu parles aussi de signes que tu as connus après le départ de ta mère. Peux-tu nous en dire quelques mots? Oui, j'ai connu beaucoup de signes à son départ, mais des signes qui peuvent paraître absolument incroyables, incroyables. Je me rappelle alors ça va paraître totalement fou ce que je vais te dire, totalement fou, mais une fois j'étais chez moi, tout seul, sur le canapé, et devant la télé éteinte, il y avait juste le petit voyant rouge qui était allumé. Et je me dis, mais comment s'appelle déjà la chanson ma mère aimait une chanson. Et je pensais à ça, je me suis dit, mais c'était quoi cette chanson déjà que ma mère adorait chanter. C'était quoi déjà cette chanson? Et je me rappelle d'avoir mis la main comme ça sur mon front pour essayer de me souvenir, pour me concentrer. Alors ça va, ce que je vais te dire, ça va paraître dingue, on va dire, mais c'est qui s'est allumé. Et je réfléchissais, la main sur le front, les yeux fermés. Je me dis, c'était qui cette chanteuse? Et tout d'un coup, j'entends télé éteinte, la radio de la télé. Alors j'écoute jamais la radio sur la télé, ou rarement. Et tout d'un coup, j'entends « J'ai reçu l'amour en héritage » de Nana Mouskouri. Et j'entends cette chanson sur ma télé qui était sur veille. Tu vois, des signes comme ça, j'en ai eu un nombre important. Et des synchronicités également. Là, je pourrais aussi en dire beaucoup, mais je pense à celle-là, puisqu'on parle d'Henri Vigneault. Un jour, je vais à la Fnac Montparnasse, acheter un bouquin dans le rayon spiritualité, et je trouve un bouquin qui s'appelle Synchronicité. Donc, j'avais envie de... Et bon, je regarde les autres bouquins, je le mets de côté, ce bouquin, et puis je regarde les autres livres, et puis je vois le livre d'Henri Vigneault, qui s'appelle En contact avec l'invisible, et tu sais, j'avais la main droite
dans la poche de ma doudoune qui tenait mon portable, toujours peur de perdre mon portable, donc j'avais mon portable dans la main droite, et avec la main gauche, je lève la main le plus haut possible pour prendre son livre, que je connais pourtant par cœur, mais j'avais envie de le prendre en main. Au milliardième de seconde, quand je touche son livre, j'entends un SMS qui arrive. Je regarde dans mon portable, j'avais la main sur son livre et l'autre main, la main droite sur mon portable. Et qu'est-ce que je vois? C'était un message d'Henri Vigneault. Il m'avait jamais appelé, je l'avais rencontré il y a 2-3 ans à une conférence. On s'était échangé nos numéros, je l'avais jamais appelé, il m'avait jamais appelé au millième de seconde. Alors j'étais totalement bluffé. Alors je l'appelle, je lui dis, écoute Henri, tu vas pas me croire. Je lui raconte l'histoire et il éclate de rire. On me dit, Alain, c'est ce qu'on appelle la synchronicité, le nom du livre que je venais d'acheter. J'ai eu plein de synchros pendant une période comme ça, après le départ de ma mère. Je me rappelle d'une deuxième fois, figure-toi, je retourne à la Fnac, peut-être un an après, au moins un an après, 1 an et demi après. Je retourne à la Fnac acheter un livre, toujours au même rayon, et je cherche le livre d'Henri Vigneault. Bon, il était pas tout en haut, il était tout en bas. J'ai dû me mettre par terre. Je m'assois par terre en tailleur pour comme un idiot. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le livre. Évidemment, rien ne se passe. Ça ne peut pas arriver 2 fois, mais bon, comme un bêtement, je me dis tiens, allez, j'appuie sur les livres. Bon, rien ne se passe. Je me lève et je vais payer le livre que j'avais acheté. Et en allant vers les caisses, je me dis tiens, j'ai un message. Donc pendant que j'étais devant les bouquins. Et j'écoute le message, et c'est une gentille petite nana qui m'avait appelé, nommée Amélie, que je connaissais pas, elle me connaissait pas, et elle me dit, j'écoute le message sur les escaliers roulants pour aller payer les livres, et elle me dit, bonjour monsieur, on se connaît pas, je suis désolé de vous déranger, je vous appelle de la part d'Henri Vigneault, parce qu'elle voulait des petits renseignements sur la restauration, etc. Tac, 2 fois. Enfin, j'ai eu tellement de. Je te raconte un dernier, mais celui-là, il était vraiment incroyable. Un jour, je vais à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors, je suis pas pratiquant du tout, je suis pas religieux, je suis profondément croyant, mais sans m'appuyer sur la religion. Mais j'aime bien rentrer dans les églises. Et puis un jour, je vais à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, tout près d'un ancien resto, là, place du Louvre. Et puis j'allume une bougie devant, je pense à ma mère, et j'allume une bougie, et j'étais devant la photo noir et blanc de Sainte Thérèse de Lisieux. Et je sais pas si tu vois cette photo qu'on voit souvent, une photo noir et blanc avec des yeux très perçants. Et je me dis quand même, depuis le temps que j'entends parler de Sainte Thérèse, je me dis tiens, il serait temps que je sache qui c'est. Et j'avais le temps cet après-midi-là et je me dis tiens, après l'église, je vais aller à la Fnac, acheter encore à la Fnac. Je passe pas ma vie à la Fnac, hein, loin de là. Mais je me dis tiens, je vais aller acheter ce livre parce que quand j'étais tout petit à l'école, à Tollet, justement, je devais avoir, 7 ans, 8 ans, je me rappelais qu'on me parlait d'un livre qui s'appelait Histoire d'une âme. Ça, je me souvenais du titre de ce livre-là. Bon. Et donc, je me dis tiens, je vais acheter ce bouquin-là à la Fnac. Et j'arrive à la Fnac et je me dis tiens, je vais aussi acheter le livre qu'une copine venait de sortir 2 jours avant. Il venait de sortir son livre au rayon business, au rayon marketing, où j'avais jamais mis les pieds dans ce rayon-là. Et je demande même à un serveur tiens, où se trouve le rayon business, marketing, et tout au fond à droite. J'avais jamais été si loin dans la Fnac. Ça, c'était la Fnac des Halles. Et je me dis j'achète d'abord le bouquin de ma copine, et après j'irai acheter l'Histoire d'une âme. Et j'arrive au rayon économie, marketing, et tout d'un coup je repère la pile de livres de mon amie Elisabeth, les marques positives, ça s'appelait les marques positives. Donc je m'approche de la pile de livres, et qu'est-ce que je vois posé sur la pile de livres, les marques positives, Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de Lisieux. Ça c'est typiquement une synchronicité. Il y avait combien de chances pour que le livre Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux se trouve au rayon business sur le livre que je voulais acheter. Incroyable, j'en ai même fait une photo. Voilà, quand je parle de synchronicité, c'est tous ces petits clins d'œil
de l'invisible, hein, évidemment. Et puis j'en ai eu, voilà, je te donne juste 2-3 exemples qui me viennent à l'esprit, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que tu en parles dans ton livre et tu partages aussi les photos, parce qu'il me semble que c'est aussi dans ton ouvrage, ouais, la photo de ce livre. Et justement, vers la fin de ton ouvrage, tu parles de la pensée, du pouvoir de la pensée. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit chapitre sur la pensée, sur la force de la pensée, parce que effectivement, je crois à la puissance de la pensée, à son pouvoir, à l'énergie qu'elle crée. Je crois qu'elle est souvent à l'origine de ce qui nous arrive, qu'elle peut créer la réalité. En quelque sorte, je pense que la vie peut être parfois le reflet de nos pensées. Tu sais, quand j'ai démarré mon entreprise, je pensais toujours positivement. Tu vois, j'avais pas trouvé le lieu, rien n'était fait encore, j'avais pas l'argent, il fallait beaucoup d'argent, je n'en avais pas. Mais dans ma tête, je ne pensais que positivement au projet. Pour moi, il existait déjà, tu vois, même si ça a ouvert 1 an et demi après, mais je me dis, je ne voyais que le projet de manière positive. Tu vois, donc en fait, il existait dans ma tête, mais il existait, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que je crois à la pensée positive, même si ça m'arrive très souvent et trop souvent de ne pas avoir de pensée positive. Et inversement, la pensée négative, je pense aussi que ça peut créer la réalité. Et je vais te donner un exemple, enfin un seul exemple, mais je me souviens, tu sais, quand j'ai quitté quand j'ai quitté mon aventure entrepreneuriale que j'adorais, c'était un 21 janvier. Et bon, je savais que ça s'arrêtait le 21 janvier. Clac, le coup près, 21 janvier, c'est mon dernier jour. Et pendant les vacances de Noël dans 2020, c'est ça? Pendant ces vacances de fin d'année, j'arrêtais pas de penser à ce 21 janvier. Je me dis, tout va s'arrêter le 21 janvier. Alors, pour moi, l'entreprise était tellement importante. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je pensais de manière obsessionnelle au 21 janvier. Je me dis, tout va s'arrêter, tout va s'arrêter. Et au bout d'un moment, je me suis même dit, c'est marrant, je visualisais, je me dis, mais oui, c'est la fin, le 21 janvier. Et je sentais même, enfin, je me dis, je croyais que j'allais mourir le 21 janvier. Alors, j'ai jamais eu des idées comme ça. Je me dis, je crois que tout va s'arrêter. Et je pensais donc à mon propre départ, ce qui est complètement un peu ridicule. Mais je me dis, le 21 janvier, tout s'arrête. Je voyais la fin. Bref. Après les vacances de Noël, je reprends le boulot le 2 janvier, je crois, ou le 2 ou le 3 janvier. Je pense plus à ces idées négatives, ces idées noires. J'y pense plus du tout. Et figure-toi, le 21 janvier, qui était mon dernier jour, bref, je quitte le bureau pour la dernière fois. Et je monte sur ma moto comme d'habitude. Alors je fais du 2 roues depuis mes 14 ans, tu vois. J'ai jamais eu le moindre accident. Je pars du bureau, je monte sur la moto, sur un gros scoot, et je fais 200 mètres, paf, accident. Et effectivement, je suis resté presque l'an à l'hôpital, j'ai failli mourir ce soir-là. Et je me dis quand même, la pensée, j'ai fini par me dire que c'est important de penser positivement, même si ça ne m'arrive pas en permanence, loin de là, hélas. Mais quand même, je sais l'importance je crois comprendre que la pensée est importante. Les pensées ne partent pas dans le néant, quoi. Tu vois? Enfin, je suis pas spécialiste, hein. Je parle comme si j'étais spécialiste. Je suis spécialiste de rien. C'est juste ma petite expérience perso et mes pensées, précisément. Mais c'est important, justement, enfin, tu vois, justement de partager ton expérience, et je te rejoins pour la pensée, parce qu'en fait, quelque part, tu te conditionnes en quelque sorte par tes pensées. Et si tu avais un seul message à faire passer, quel serait-il? Alors, le même que celui que je donne dans mon livre, à savoir que la mort, telle que nous l'entendons généralement, n'existe pas. Elle n'est qu'un changement de dimension, de rythme, d'état, de réalité. Elle n'est qu'un passage à une autre forme de vie. Quand la mort intervient, l'âme ayant terminé son incarnation, nous quittons juste notre corps physique et une partie de nous continue à vivre, mais sous une autre forme. Nous sommes sûrement des êtres spirituels, des esprits incarnés qui vivons dans un corps pendant quelques instants, quelques années, quelques décennies, mais nous continuons à
à vivre après la mort physique, j'en suis convaincu. Et je sais aussi que nos proches qui nous ont quittés ne nous ont quittés que physiquement. Ils sont encore près de nous et bienveillants. Tu vois, j'ai eu la preuve avec ma mère et plein de messages bienveillants que j'ai reçus des années après sa mort. Donc à la mort, évidemment, le corps disparaît, c'est pas réjouissant, mais en réalité, c'est pas vraiment important. Ce n'est que physique, ce n'est que le cycle normal. J'ai compris, si tu veux, que les personnes aimées disparues ne partaient pas dans le néant. Tout en évoluant, elles restaient proches des gens qu'elles aimaient sur Terre. Le lien d'amour ne s'efface pas après la mort. Et cela est valable des deux côtés. L'amour reste présent. Ça, j'en suis convaincu. Un grand merci, Alain. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi, Sophie, et merci de m'avoir reçu également. Et pour les auditeurs qui aimeraient en savoir un petit peu plus, je les invite à découvrir ton ouvrage Nourriture Céleste, paru chez Mama Édition. Et il y aura le lien sous ce podcast. Encore un grand merci, Alain. Merci à toi, Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!